Qui voyez-vous gagner cette élection? Les Américains s'apprêtent à voter dans quelques heures. Certains ont déjà voté du reste. Eh bien, continuez à réagir par mail tout au long de ce débat du jour qui commence maintenant. Au-delà de la plaisanterie, bien sûr, et des statistiques, ou du moins des pronostics, on va essayer de comprendre la manière dont se présente cette élection avec Henrik Lindell et Olivier Durand-Mille, l'analyste politique français Olivier Durand-Mille, et puis Henrik Lindell qui revient des États-Unis et va nous dire comment se présente selon lui ce scrutin, dans la mesure où il y a des forces quand même qui sont derrière l'un et l'autre candidat. Donald Trump veut emmener l'Amérique jusqu'au sommet. Kamala Harris, elle, se présente comme le rempart des institutions américaines face à ce qui est du populisme, voire du fascisme, ainsi qu'on peut le lire dans l'édito de La Croix. Qu'en pensez-vous de Donald Trump? Henrik Lindell. Je pense que ça va être une élection très serrée, comme on dit, parce que tous les sondeurs prévoient une élection serrée. Le problème avec le système américain, qui est, je le rappelle, ceci est une élection indirecte. On va voter pour des grands électeurs. Et ça peut donner des résultats finalement tout à fait probants pour l'un ou pour l'autre. Donc on peut assister à un scénario qu'il serait difficile de deviner aujourd'hui. Demain matin, mercredi matin, on va tous se réveiller, ou certains d'entre nous, à commencer par moi-même, on va peut-être passer toute la nuit à regarder les premiers résultats, etc. Mais demain matin, on risque d'être surpris, parce que ça peut ne pas être si serré que ça, à cause des complexités du système américain. La deuxième chose à dire, c'est que... Alors attendez, Henrik, quand vous dites pas si serré que ça, vous dites le contraire de ce que vous avez dit juste avant. Parce que vous dites ça va être serré. Oui, tous les sondeurs disent que ça va être serré parce que tous les sondages montrent que les Américains sont vraiment à 50-50, on va dire ça comme ça. Simplement, à cause du système américain qui est très complexe, et on n'aura pas le temps de détailler pourquoi c'est si complexe que ça. Non, mais il faut avoir les voix au bon endroit. Mais simplement, il faut que, par exemple, dans tous les États clés, le résultat sera tout à fait évident pour l'un ou pour l'autre. Et les États clés, ce n'est que 7 États sur 50 États. Et ces 7 États peuvent tout faire basculer. Et donc, on ne peut pas dire à quoi va ressembler l'issue du scrutin, en fait. Et moi, je suis très content parce que ça fait quand même des semaines qu'on me pose des questions, alors qui va gagner, etc. Et je suis très content que demain, on aura peut-être le début du commencement d'une vraie réponse, c'est-à-dire enfin, les électeurs vont pouvoir se prononcer vraiment. Mais demain, on aura le début du comptage. On n'aura pas je pense que beaucoup d'États auront quand même fini de compter demain à cette heure-ci, dans 24 heures. Mais il y aura probablement des contestations, et pas que du côté républicain. Les démocrates aussi peuvent contester, comme ils l'ont déjà fait aussi. Donc, d'ailleurs, les républicains n'ont pas le monopole de la contestation. Hein. Et même si Donald Trump s'est déjà illustré en la matière. Olivier Durand-Mille. Oui, alors effectivement, la contestation, il y en aura sûrement, et ça ne sera que la suite de cette campagne invraisemblable à laquelle on a assisté, avec un Trump dont les excès, les grossièretés, les insultes, les incohérences, la vulgarité nous ont surpris, peut-être encore plus que les Américains. Et la question qui peut se poser, me semble-t-il, c'est comment est-il possible que Trump, parce que là, comme vient de le dire Henrik, le résultat sera sûrement très serré, en tout cas en nombre de voix, comment se peut-il que la moitié des Américains votent pour cet homme-là? Ça vous surprend? Ça peut surprendre. Il est vrai qu'il a... Non, mais vous, est-ce que ça vous surprend? Alors, je vais vous dire l'explication que j'ai cru comprendre. Vous avez, par exemple, un sénateur américain, républicain mais bon teint, un homme très modéré, très raisonnable, qui nous dit ceci. Il est fou, il n'écoute personne, il raconte n'importe quoi. D'accord, mais on ne peut pas dire que la politique qu'il a appliquée de 2017 à 2021 était mauvaise. Ça, c'est une première remarque. Et la deuxième, c'est qu'en réalité, il ne croit pas du tout aux outrances de Trump. Par exemple, quand il dit qu'il va augmenter les droits de douane de 60%, ce qui mettrait l'économie américaine en danger, il n'y croit pas. Beaucoup d'électeurs républicains n'y croient pas. Ils ne croient pas non plus qu'il va, comme il le dit,
faire une déportation massive des immigrés. Tout ça sont des mots de campagne et c'est comme ça qu'il l'analyse. Et vos propos, Olivier Durand-Mille, rejoignent celui de notre auditrice Marie-Annick. Elle vit à Washington et écoute Radio Notre-Dame. À cette heure-là, il ne doit pas être très tôt. Elle doit écouter dans la nuit. Marie-Annick, il faut cesser de penser que les électeurs de Trump sont des Texans dégénérés et bigots, dit-elle. Trump est pragmatique, ce n'est pas un idéologue, contrairement aux démocrates, indique cette auditrice. Continue à réagir d'ailleurs, direct @radionotre-dame.com. Henrik Lindell. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas que Donald Trump ait une quelconque idéologie. Je ne pense pas qu'il soit fasciste, comme on le dit parfois. Je ne pense pas non plus que ce soit un libéral. Je pense qu'il est vulgaire. Je pense qu'il dit parfois n'importe quoi. Mais littéralement n'importe quoi, pas seulement des mensonges. C'est un grand showman. Il avait un des shows les plus populaires qu'on n'ait jamais vu à la télé américaine, l'Apprentice. Et il était connu pour ça. Il a un grand charisme, mais il est pragmatique, oui, bien sûr, il est pragmatique. Quand il demande maintenant, tous les jours, dans les stades où il rassemble les foules, etc., la première question qu'il pose, c'est est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Et ça, c'est la question que Ronald Reagan a posée en 1980 dans l'élection face à Jimmy Carter. Et la réponse, et c'est une question qui revient à toutes les élections, tous les 4 ans, on entend la même question pour les challengers. Et la réponse à cette question est souvent non, on n'est pas mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans, ou il y a 8 ans. C'est-à-dire que quand Donald Trump était au pouvoir, l'économie américaine était florissante. Pour parler d'une catégorie qui vote peu pour Donald Trump, les Noirs, pour parler américain. Il parle comme ça des Américains, les Noirs, les Blancs, etc., les Hispaniques, etc. Bon, les Noirs n'ont jamais aussi bien gagné leur vie que sous Trump. Et aujourd'hui, ils gagnent, proportionnellement. Donc, cette tendance ne s'est pas poursuivie, en effet. Mais peu importe, je veux dire, on est face à un électorat qui pense à ce qui s'est passé durant les années Trump, jusqu'à la pandémie. Et je dis bien jusqu'à la pandémie, parce que sa gestion de la pandémie a souvent été qualifiée de catastrophique et tout à fait pas à la hauteur des enjeux. Et de toute façon, l'économie s'est effondrée en Amérique comme ailleurs lors de la pandémie. Mais si on va parler de 3 ans et demi des années Trump, ça s'est plutôt bien passé économiquement et socialement pour beaucoup d'Américains. Et beaucoup d'entre eux s'en souviennent aujourd'hui. Et ça va sans doute compter dans le vote, Olivier Durand-Mille. Sûrement, ça va jouer aussi en faveur de Trump. Enfin, sans annoncer de résultats, bien entendu, mais parce que Kamala Harris, elle se situe donc, elle se place dans la suite de Joe Biden. Elle n'a pas su se démarquer de lui et elle est considérée comme responsable de cette politique qui est vomi par les républicains d'augmentation des charges des entreprises, vous savez, une politique de gauche, quoi. Sans parler du fait que elle vient du wokisme et que tout le monde le sait. Et puis alors, il y a aussi autre chose, c'est la campagne qui a été menée contre Trump avec ce que disait tout à l'heure Henrik, l'accusation de fascisme, de nazisme. Vous savez que c'est le mot employé par Hillary Clinton à son sujet. Donc tous ces excès vont contrebalancer les excès de Trump et c'est ce qui nous donne une élection qui sera probablement très serrée. N'est-ce pas justement un écueil peut-être des démocrates d'avoir versé dans l'excès alors que exactement. Justement c'était une façon de tomber dans le piège de Trump? Exactement, ils sont tombés dans le piège de Trump, tout à fait. Elle avait, vous vous souvenez que Kamala Harris au tout début avait très bien réussi son entrée. Elle avait même, à la suite du débat, le premier débat qui avait eu lieu avec Trump, on avait eu l'impression qu'elle ne ferait qu'une bouchée de lui. Enfin, il faut reconnaître que le morceau est quand même assez indigeste et elle n'y est pas arrivée. Mais enfin, après, elle n'a pas su prolonger ce mouvement qu'elle avait créé au départ où elle passait pour la personne raisonnable, calme, face à ce que nous savons de Trump. Un excité, en fait. Voilà, les institutions contre l'excitation. Voilà. Et on peut dire Henrik Lindell. Kamala Harris a gagné le seul débat qu'il y a eu entre les deux candidats. Elle a clairement gagné ce débat. Même des républicains le disent. Ça me paraît absolument incontestable. Oui.
Et le grand drame pour Kamala Harris, c'est qu'il n'y a pas eu un deuxième débat, ni un troisième. Elle comptait là-dessus parce que c'est là où elle pouvait le battre. Mais elle a du mal à le battre. Et pourquoi il n'en voulait pas dans la campagne actuelle, parce qu'elle est un peu prisonnière de sa façon, de sa rhétorique qui paye. Et nous, ça peut nous paraître évidemment surprenant. Ça paraît évidemment surprenant pour la plupart des éditorialistes qu'on a en France et aux États-Unis. Et effectivement, et ça peut aussi nous... Même quand on est de droite et conservateur, etc., on peut être choqué par sa rhétorique. Mais il y a énormément d'Américains qui aiment ça. Parce que, j'allais dire fuck you, mais c'est parce que c'est un terme que beaucoup de conservateurs chrétiens de droite m'ont dit, Henrik, on veut dire fuck you à l'élite. On veut dire fuck you à ceux qui nous dominent, ceux qui nous imposent un discours, ceux qui nous imposent des choses qu'on ne peut pas accepter dans notre vie à nous. Et que n'accepte-t-il pas? Par exemple, bon, Olivier l'a mentionné, il est parfois question de wokisme, etc., et de faire du rêve américain seulement une question pour les minorités, quoi. Donc, comme si le rêve américain, c'était de faire des États-Unis un ensemble de minorités, quoi. Voilà, exactement. Alors que c'est un peu le contraire. C'est aux États-Unis que les minorités peuvent justement accéder aux rêves que tout le monde a, c'est-à-dire avoir une vie meilleure. Donc, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette idée que on ne gagne pas bien sa vie. L'inflation a fait des ravages aux États-Unis ces dernières années. Et ce n'est que le dernier, comment dire, c'est la goutte qui fait déborder le verre. Parce que il faut que vous compreniez que dans les années 80, un ouvrier qui travaillait dans l'industrie automobile pouvait nourrir toute sa famille. Si c'était un homme, sa femme n'était pas obligée de travailler, il pouvait élever les enfants, il pouvait avoir une voiture, une maison. Ça, c'est fini, il y a longtemps. Et ce qui se passe là depuis quelques années, après la pandémie avec l'inflation, ça ne fait qu'aggraver cette tension, cette pression permanente qui pèse sur l'épaule des Américains, des classes moyennes et la classe ouvrière, comme on disait. Et Harris, l'administration de Joe Biden, donc Biden et Harris, n'ont pas tenu les promesses, mais personne ne tient ce genre de promesses. Promesses économiques, principalement. Exactement. On vit, le rêve américain, c'est quoi? C'est au moins d'avoir une vie décente. Oui, bien sûr. Mais pourtant, Henrik Lindahl et Olivier Durand-Mil, on a des échos aussi un petit peu différents de certaines personnes qui ont pris la parole sur cette antenne pour nous dire qu'il y a un écart quand même très fort entre la manière dont les Américains se sont enrichis et la situation des Français qui, comparativement, se sont largement appauvris par rapport aux Américains. Et même l'ouvrier américain peut avoir 2 voitures, sa maison. Alors, il vit peut-être à crédit, mais en tout cas, il a un train de vie qui est sans commune mesure supérieur à celui des Français. Et donc ça, c'est quand même un aspect quand même très très important. Avec un salaire français, vous ne vivez pas aux États-Unis. Olivier Durand-Mil. Oui, vous avez raison. Je crois que le niveau de vie américain actuellement est supérieur de 40% à celui des Français, à celui de l'Europe en général. Hein. Peut-être encore. C'est énorme. C'est énorme. Alors qu'il y a, disons, une quarantaine d'années, c'était assez voisin. Hein. Alors moi, je voudrais faire une autre remarque, c'est que pendant cette campagne, au fond, ils ont très peu parlé de politique étrangère. Alors c'est vrai que les électeurs américains, surtout les électeurs du Middle West, ce qui se passe en Europe, ils savent qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique un continent qui s'appelle l'Europe, où des gens ressemblent un peu aux Américains, ils parlent des langues bizarres, mais enfin, c'est un peu, ils s'en occupent comme de leur première casquette à visière. Hein. Donc, cela dit, est-ce qu'on s'y intéresse plus qu'eux? Alors, mais nous, honnêtement, quand il y a un scrutin présidentiel, est-ce qu'on s'intéresse à la politique étrangère? Non, mais on s'intéresse à la politique étrangère américaine dans la mesure où la guerre d'Ukraine est tout de même concernée par ce qui va se passer aux États-Unis. Certes. Alors, on va voir. On verra bien que dit Kamala Harris? Que dit Donald Trump? Parce qu'il veut quand même revenir sur ce qui a été dit à l'instant. Niveau de vie 40% supérieur à celui qu'on a en France. Je conteste ce genre de chiffres. Ah oui. Sauf si on parle de moyenne. Bien sûr, les inégalités ont explosé aux États-Unis. Vous avez des inégalités.
radical, plus radical qu'avant. Les États-Unis sont connus pour avoir un, comment on dit, coefficient de Gini, effectivement très élevé, etc. Très bien, voilà. Mais il est encore plus élevé, il est beaucoup plus élevé aujourd'hui. Et qu'il s'agisse de Barack Obama, Donald Trump ou Joe Biden au pouvoir, les inégalités augmentent. Et tout le monde, vraiment tout le monde, même les riches, perçoivent bien que ceci ne peut plus durer. Il y a une société américaine trop divisée, pas seulement entre gauche et droite, on va dire, entre républicains et démocrates, mais entre riches et pauvres, inclus, exclus. Vous avez d'autres divisions, on va dire, sociétales qui s'ajoutent à ça. Hommes-femmes, on a beaucoup parlé, par exemple, beaucoup de femmes vont voter pour Kamala Harris, beaucoup d'hommes vont voter pour Donald Trump. La question des LGBT, la question des minorités en général. Et c'est une société très divisée. Et donc, c'est une société qui manque de cohérence de plus en plus. Et alors, maintenant, vous parlez de niveau de vie qui augmente, qui baisse, etc. Statistiquement, c'est absolument vrai. Mais si vous êtes allé aux États-Unis, je ne sais pas si vous l'avez fait, monsieur, récemment, mais moi, je l'ai fait, donc voilà. La première chose qui vous frappe, c'est les prix. Les prix sont très cher. Enfin, franchement, McDonald's, c'est 17 € pour bien manger à McDonald's. Ça vous donne une idée. Donc, c'est un peu moins cher en France quand même. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais d'autant plus que ce n'est pas très différent de ce qui s'est passé chez nous depuis une quarantaine d'années aussi. Je suis d'accord. On a aussi les différences sociales se sont accrues énormément. Les auditeurs continuent de réagir. Personne aujourd'hui ne peut dire qui sera le prochain ou prochaine président des États-Unis, constate François Xavier. En revanche, la quasi-totalité des médias américains et européens, occidentaux en fait, continue-t-il, sont prêts à nier la victoire de Donald Trump. Donc dans tous les cas, Trump est l'ennemi à abattre. Et quoi qu'il arrive, il sera accusé. Ce point sur la constatation des résultats, Henrik Lindell, qu'est-ce que vous craignez des jours qui viennent? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une escalade, Henrik Lindell? On a quand même on était proche du pire le 6 janvier 2021 et tout le monde s'en souvient. Il y avait une tentative d'insurrection, d'envahissement du Congrès. Donc, fort de cette expérience, on peut toujours craindre des actions de toutes sortes. Néanmoins, les institutions américaines ont tenu bon. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un excès de ce type de réaction à l'époque, parce que ça a été quand même assez unanimement condamné. Merci beaucoup, Henrik Lindell. Olivier Durand-Mille, vous restez avec nous en plateau. Après les informations, on parlera du plan d'action à long terme de Michel Barnier. Continuez à réagir direct @radionotre-dame.com. La suite du débat du jour, toujours avec Olivier Durand-Mille, ancien journaliste politique au Figaro, Henrik Lindell, journaliste à l'hebdomadaire La Vie et qui revient des États-Unis pour nous raconter ce qui se passe là-bas, Louis Dauphren. Allez, justement, encore un petit peu sur les États-Unis avant de parler de Michel Barnier et de sa vision à long terme, puisque le gouvernement n'est pas prisonnier que d'une logique à court terme. Sachez-le, on va en parler dans quelques instants. D'abord, ce qui se passe aux États-Unis et ce que vous avez vu peut-être, Henrik Lindell, qui nous permet de comprendre aussi la manière dont la mobilisation s'effectue et dont les déterminismes, les déterminants du vote se font jour, en particulier peut-être dans les milieux religieux. Oui, on pense souvent que les États-Unis se sécularisent un peu comme nous, et on pense souvent que la religion pèse de moins en moins aux États-Unis, et c'est vrai. Mais la religion pèse encore beaucoup plus que chez nous, parce que les Américains sont beaucoup plus attachés à une spiritualité, à une religion particulière. Ils sont évidemment plus diverses que nous sur le plan religieux, parce que, en tout cas sur le plan chrétien, parce qu'ils sont 24% globalement sont catholiques, 20% sont évangéliques, 10 à 15% sont protestants plus historiques ou plus traditionnels, et ainsi de suite. C'est plus compliqué là-bas. Mais la religion pèse beaucoup plus que chez nous. Donc moi, effectivement, je me suis penché un peu sur ça.
Et j'ai découvert que tous les candidats, présidentiels, Kamala Harris et Donald Trump, et Jill Stein, mais aussi il y a aussi des petits candidats, Jill Stein, Cornel West, etc. Il y en a beaucoup. Et eux, ils n'hésitent pas à se rendre dans les églises pour faire campagne. Et ceci est tout à fait classique dans les États-Unis. Ça n'inquiète personne, ça déstabilise personne, parce que c'est normal là-bas. Et c'est normal de travailler les différents électorats religieux là-bas. Il y a aussi une petite minorité musulmane qui est tout à fait sollicitée par les deux partis d'ailleurs. Pour que cet électorat musulman vote pour l'un ou pour l'autre. Combien pèse-t-elle, cette minorité? Moi, je dirais 1%, mais c'est un électorat qui augmente en taille rapidement. Et si on parle des musulmans, qui sont donc très peu nombreux aux États-Unis, il faut savoir qu'ils ne sont pas tout à fait comme la minorité musulmane en France. Elle est plus riche que la moyenne des Américains, et elle ne se comporte pas du tout de la même manière électoralement et socialement, économiquement et tout ce que vous voulez. Olivier Durand-Mille. Oui, je voulais juste, je suis d'accord avec ce que dit Henrik, je voulais juste ajouter que, contrairement à la France, les États-Unis ne sont pas un pays laïque, je crois. Sauf erreur, le président des États-Unis prête serment sur la Bible lorsqu'il est élu, ce qui est évidemment impensable chez nous. Et donc, c'est un pays où on parle de Dieu très souvent dans les discours politiques. Voilà, nous, les hommes politiques se méfient terriblement depuis toutes les guerres, comment dirais-je, depuis ce qui s'est passé en France à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ouais. C'est qu'on présente souvent les évangéliques, notamment les évangéliques blancs, comme un soutien très important de Donald Trump. Et ça, c'est vrai, c'est totalement vrai. Donald Trump dépend électoralement de ces fameux évangéliques blancs. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que le nombre des évangéliques blancs baisse, comme la plupart le nombre des catholiques, enfin le nombre de pratiquants catholiques baisse aussi. Mais simplement, ce qu'on sait un peu moins, donc, c'est que il y a d'autres évangéliques, notamment des évangéliques hispaniques, des évangéliques noirs, qui, eux, votent de plus en plus pour Donald Trump. Donc, eux aussi, ils sont sollicités pour voter pour lui. Mais Kamala Harris, qui est, je vous le rappelle, baptiste, elle est considérée noire, ou c'est comme on veut là-bas, mais donc elle fait partie d'une église baptiste noire à San Francisco. Donc elle aussi, elle sollicite cet électorat-là. Et elle s'affiche. Et donc, si vous voulez, c'est pas le propre des républicains d'instrumentaliser, comme on dit. Et d'ailleurs, si on parle d'instrumentalisation, on peut dire aussi qu'il y a certains électorats religieux qui cherchent à instrumentaliser les candidats. Voilà, donc c'est très compliqué, c'est très intéressant à suivre, parce que c'est un peu différent par rapport à ce qui se passe chez nous. Henrik Lindell, vous parliez tout à l'heure de la minorité musulmane. Pour elle, la politique internationale est très importante. Je pense au conflit israélo-palestinien. Comment ce conflit israélo-palestinien fait partie aussi de cette campagne américaine? Oui, pour continuer à parler un peu de ces musulmans qui sont vraiment pas très nombreux aux États-Unis, ils sont déçus de Joe Biden, ils sont déçus de Kamala Harris. Ils auraient voulu que Kamala Harris défende davantage les Palestiniens, etc. Et donc, il y en a beaucoup qui vont voter pour Donald Trump par mécontentement. Mais il y a aussi, mais ça vous le voyez aussi dans le monde arabe, ce dont on parle très peu, c'est-à-dire que Donald Trump, il a la réputation d'être un homme fort, d'être celui qui en a, celui qui peut imposer des solutions, qui peut imposer aussi la paix. C'est ce qu'il dit lui-même d'ailleurs. Et donc là aussi c'est un peu compliqué, quoi. Et c'est différent là encore par rapport à ce qui se passe chez nous. Donc Donald Trump, oui, il va faire un score pas ridicule chez les musulmans américains, aussi curieux que cela puisse paraître. Et Donald Trump s'affiche d'un point de vue religieux? Très peu. Les chrétiens évangéliques, certains d'entre eux, font parfois le parallèle entre lui et Cyrus. Cyrus, vous savez, celui qui a libéré le peuple élu de l'esclavage à Babylone. Donc il passe pour quelqu'un qui, certes, n'est pas forcément un exemple sur le plan moral, mais qui a été choisi par Dieu pour libérer les chrétiens, ou les élus, etc. Donc, bon, évidemment, on en rigole, etc. Mais simplement, il est perçu comme un homme fort et qui, malgré ses faiblesses, malgré tout ce que vous voulez, tout ce qu'on sait sur lui, etc., est capable d'instaurer la paix
C'est comme ça qu'il est perçu par beaucoup de républicains. Ils votent pour lui aussi pour cette raison. Cet été, Donald Trump a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Juste après, au moment de sortie de la scène, il a lancé « Dieu m'a sauvé ». Est-ce que ça l'a servi? Est-ce que la rhétorique de dire voilà, en fait, j'ai bénéficié d'un miracle divin pour pouvoir m'en sortir de cette tentative d'assassinat, est-ce que ça a pu imprimer dans l'opinion publique, Olivier Durand-Mille? Écoutez, je ne sais pas si... pourquoi pas, parce qu'en effet, les Américains sont sensibles à cet argument. Encore une fois, si ça avait été en France, tout le monde aurait... ça serait moqué. Mais aux États-Unis, c'est pris très au sérieux. Hein. Et donc, il est possible que ça ait joué. Franchement, moi, j'ai passé beaucoup de temps. Je suis probablement un des très rares journalistes français à avoir passé vraiment beaucoup de temps avec ces fameux chrétiens nationalistes, ceux qui sont vraiment pour Donald Trump à fond. Et qui sont d'ailleurs souvent condamnés par les représentants religieux, catholiques notamment, etc. Et ces gens-là qui auraient donc pu parler de ça tout le temps, moi je l'ai peu entendu. Hein. Je l'ai parfois entendu. Le côté miraculeux, choisi par Dieu, oint par Dieu, etc. Ça, je l'ai pas énormément entendu, autant que j'aurais pensé. Peut-être parce que je ne leur ai pas tellement posé la question. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un événement incroyable. Vous vous rendez compte un peu de ce qui s'est passé? Normalement, il aurait dû mourir. Oui, d'ailleurs, je me souviens s'il y avait 2 ou 3 personnes qui sont, je me souviens plus, j'avoue, 1 ou 2 personnes qui sont mortes, effectivement. Mais il a échappé à un truc incroyable. Oui, sans parler du fait que sa réaction sur le moment a été très, très saluée et très admirée, parce qu'il a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire, et ça a sûrement joué dans sa faveur. Il s'est relevé immédiatement. Il avait quand même été frôlé par la balle. Il avait l'oreille blessée, etc. C'était un événement incroyable. Il est immédiatement reparti en campagne, comme s'il ne s'était rien passé. Le 14 juillet dernier. Allez, vous parliez de pragmatisme tout à l'heure, pragmatisme américain, mais Michel Barnier aussi, peut-être, essaie de s'inspirer de cette logique-là. Nous ne sommes pas là seulement pour gérer le déficit, nous sommes là pour améliorer le fonctionnement du pays, pour créer du progrès, a-t-il dit à ses ministres lors d'un séminaire gouvernemental destiné à faire émerger des propositions pour le moyen et long terme. Il est désireux de relever la ligne d'horizon avec une vision de 5 ans et un plan d'action à 3 ans. En référence à 2029, date fixée pour le retour de la France dans les clous budgétaires européens. Et donc, il s'agit de relever la tête et puis aussi de penser un peu plus loin que l'horizon budgétaire dont on ne cesse de parler jusqu'à ce que le texte soit appelé à passer au mois de décembre. Olivier Durand-Mille, comment interprétez-vous cette manière dont Michel Barnier fait l'éloge de l'esprit d'équipe et du long terme? Je comprends d'abord que Michel Barnier, a priori, tout va mal pour lui. Hein. Majorité insuffisante, épée de Damoclès de la motion de censure, bien entendu, rivalité et hostilité dans sa propre majorité. Vous le savez, ils se sont débrouillés pour faire élire un NFP à la présidence de la commission des affaires sociales, sauf erreur, la semaine dernière, parce que les LR se sont abstenus, et puis il est arrivé le contraire dans l'autre sens quelques jours plus tôt. Bon, au sein du gouvernement même, on sait bien qu'il y a des rivalités, il y a des réticences sur, par exemple, ce que veut faire Retailleau. Voilà. Hier au soir, comme ça vient d'être dit, le budget de la sécurité sociale, la première partie du budget de la sécurité sociale a été adoptée, mais dans les termes voulus par la gauche, par le NFP, qui a complètement dénaturé en introduisant une pression fiscale absolument invraisemblable sur les particuliers, sur les entreprises. Bon, voilà. A priori, c'est pas terrible pour Barnier. Et dans cette situation, lui, ce qu'il montre, c'est ce qu'on appelle parfois le calme des vieilles troupes. Enfin, il donne l'impression d'être au-dessus de tout ça. Et il regarde au loin ce qu'il va faire dans les années à venir. Il va d'abord passer tous les obstacles immédiats, effectivement, le budget de la sécurité sociale. Après, il va y avoir le budget de la nation, et ça ne va pas être facile non plus. Hein. On sait qu'il y a eu 14 400 amendements de gauche. Il y a encore 1400 amendements à discuter, mais enfin, il y en a eu déjà beaucoup d'adoptés. Le Rassemblement national continue à faire peser la menace de voter la motion de censure, comme l'a dit le président du groupe Tanguy tout récemment. Il a dit qu'on allait, si ça continuait, vers la motion de censure.
Et malgré tout ça, donc voilà, Barnier, il dit il faut regarder dans ce qui va se Ça vous paraît déplacé d'ici 3 ou 5 ans. Non, ça ne me paraît pas du tout déplacé, ça me paraît au contraire manifester de sa part le fait qu'il se dit que toute cette agitation, tout ça, ça ne réussira pas à le mettre en danger. Ce sont des nuages qui s'amoncellent, mais qui ne vont probablement pas éclater parce qu'au fond, il se dit que personne n'a véritablement intérêt à les faire éclater, on lui reproche de jouer l'opinion publique. Oui, c'est très bien de jouer l'opinion publique, pourquoi pas. Mais le fait, Olivier Durand-Mille et Henrik Lindell, le fait que l'Assemblée ait approuvé une version très remaniée de la partie recette du budget, donc 2025 pour la sécurité sociale, avec les voix de la gauche, l'abstention des députés macronistes et de droite, non, voté contre, pardon, et puis le RN s'est abstenu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Michel Barnier? Ça veut dire qu'il est parvenu, c'est un échec ou une réussite? Le vote, c'est un échec. Disons que il semble que le Rassemblement national ait voté donc hier soir pour que la première partie du budget soit adoptée, pour accélérer les débats, parce que le risque, aussi bien pour le Rassemblement national d'ailleurs que pour la gauche, ce serait que la discussion budgétaire dure trop longtemps. Et vous savez que si la discussion budgétaire dure plus de 40 jours, au bout de 40 jours, selon l'article 47 de la Constitution, le gouvernement peut le transmettre immédiatement au Sénat et dans la version initiale. Et court-circuiter l'Assemblée. Voilà, exactement. Et si dans les 20 jours qui suivent, le budget n'est pas définitivement adopté par les deux assemblées, alors le gouvernement peut le faire l'imposer par ordonnance. Voilà. Donc c'est ce que la gauche et sûrement le Rassemblement national ne souhaitent pas. Donc ce serait une des raisons pour lesquelles le Rassemblement national hier a voté, alors qu'il était contre tous les amendements de la gauche, ils n'étaient pas pour, mais ils ont voté. Ils sont abstenus. Ils se sont abstenus, ce qui a permis au texte de passer. Henrik Lindell. Moi, je suis impressionné par la capacité de Michel Barnier, comme homme politique tout seul, et je suis impressionné par son gouvernement, de cette capacité d'être effectivement dans un certain pragmatisme, comme vous disiez, Louis, mais aussi parce qu'il arrive il tâtonne, il fait avec ce qu'il a, il ne fait pas seulement ce qu'il peut, mais il fait avec ce qu'il a, il arrive à imposer. Parfois, me semble-t-il, ça c'est mon point de vue, une sorte de bon sens, malgré tout ce chaos causé par la dissolution d'Emmanuel Macron, qui était une décision absolument à la fois absurde et ça aurait pu donner lieu à un véritable chaos politique institutionnel. Et finalement, on a Michel Barnier. C'est le grand paradoxe. Un homme calme, un homme qui gère, qui à mon avis, c'est assez paradoxal en fait. Moi, j'en suis là et je suis impressionné par la capacité de ce gouvernement de naviguer, parfois à vue, mais ne pas trop se tromper. Parfois, oui, il essuie des échecs, comme il vient de le faire. Maintenant, il y aura d'autres lois, d'autres projets de loi. Il y aura, par exemple, sur l'immigration aussi. Donc, il veut durcir cette législation. Et il est bien armé puisque je pense qu'il aura une majorité pour ça, sans aucun problème, cette fois-ci. Olivier Durand-Mille, dernière réflexion sur Michel Barnier. Oui, exactement. Mais effectivement, alors dans la majorité, ce que nous venons de dire de lui et qui le fait, qui le rend, je crois, relativement populaire dans l'opinion publique. Il n'est pas populaire d'une certaine façon parce que l'augmentation des charges, ce qu'on va faire pour les retraites, si ça passe, etc., le report de l'indexation des retraites, eh bien, ça le rend impopulaire pour les mesures qu'il prend. Mais son comportement, la façon dont il agit, donne l'impression qu'au fond, il se met au service du bien commun, au-dessus de toutes les rivalités. Et ça le rend populaire. Cette communication, parce qu'il y a beaucoup de communication forcément là-dedans, mais peut-être, Olivier Durand-Mille. Oui, enfin, mais plus que de la communication, finalement, c'est
c'est ce qu'il fait pour de bon. Hein, alors ça aboutit à lui donner une bonne communication. Mais je n'oppose pas les actes à la communication. Je dis oui, simplement oui, que, comme oui. Le dit Henrik, Oui. finalement, on aboutit à l'inverse de la situation qui aurait pu être créée par la dissolution et qu'il est le produit, en fait, de cette situation-là et que, finalement, on se dit peut-être, hein, beaucoup de gens le pensent sans doute, que personne d'autre ne ferait aussi bien que lui à sa place. Ou, exactement, d'ailleurs, c'est pas ou ne pour ferait rien. différemment même. C'est pas pour rien que la marge de il a manœuvre de été la France nommé Premier ministre. Ouais. Non, moi, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, déjà sur place, et je m'intéresse qu'aux États-Unis professionnellement depuis 2 mois. Et quand je regarde un peu la différence entre ce qui se passe là-bas, où c'est la division totale, systématique, ultra clivé, c'est franchement un climat détestable, parce que c'est une période électorale, etc. En France, qu'est-ce qu'on a? On aurait pu avoir le chaos, parce que le Parlement qu'on a ressemble à rien. Franchement, si ça avait été en Suède ou en Allemagne ou même en Italie, on aurait pu négocier, on aurait pu trouver une issue. Mais en France, on a le système qu'on a, donc on n'est pas habitué à ça et on n'a rien prévu pour ça. Finalement, Michel Barnier arrive, il fait quelque chose qu'on doit toujours faire en politique. Il fait des compromis. La politique, moi j'ai appris que c'est l'art du possible. Et je pense qu'il est bien, c'est un homme qui est capable de le faire. Il avait déjà démontré, quand il était responsable de la négociation, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il était, lui, le chef de négociation pour le Brexit. Et je pense que c'est l'homme qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il va tout réussir, ça ne veut pas dire qu'il sera là jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, mais il est bien parti pour. Olivier Durand-Mille, ancien journaliste politique au Figaro, Henrik Lindell, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, avec nous ce matin pour le débat du jour. Et pendant ce temps, la France continue de changer, de se métamorphoser. Directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, a publié Métamorphose française aux éditions du Seuil, qui reprend pas mal de ces thématiques publiées précédemment dans différents ouvrages, en particulier L'archipel français, donc sur l'archipélisation, ou encore La France d'après. Et donc ces analyses sont assez écoutées, enfin même très écoutées. On peut dire que la classe politique reprend très souvent les analyses de Jérôme Fourquet. On va essayer de voir ce qui nous permet de mieux comprendre de la société dans laquelle nous vivons. Ce qui est intéressant dans Métamorphose française, qui est donc une infographie avec des images, des statistiques, des chiffres qui vulgarisent en quelque sorte un propos ou peut-être qui le rend le plus accessible au grand public, c'est que la déchristianisation, la matrice catholique en particulier, arrive en tête, en fait, c'est le premier chapitre, qui ouvre cet ouvrage et qui explique beaucoup de choses, la dislocation de la matrice catholique, le déclin de la pratique religieuse. Dislocation de la matrice catholique, c'est ce qui, après, entraîne un certain nombre d'évolutions, dont le basculement anthropologique, le nouveau paysage spirituel, le nouveau rapport au corps, etc., que Jérôme Fourquet analyse au fil de cet ouvrage. Olivier Durand-Mille, Henrik Lindell, que peut-on essayer de faire ressortir de cette construction intellectuelle? Henrik, Olivier. Écoutez, moi je crois qu'on peut élargir la perspective. Il constate très justement que la multiplication de la crémation est le résultat de la déchristianisation du pays. On peut peut-être aller plus loin. Les gens enterraient aller plus loin, je ne veux pas dire ça par rapport à Fourquet, mais enfin élargir la perspective. Les gens allaient au cimetière, les gens enterraient leurs morts parce je pense qu'ils avaient aussi le sentiment d'appartenir à une grande civilisation qui se transmettait de génération en génération. Et effectivement, jusqu'il y a une 50aine d'années, nous avions, nous occidentaux, français particulièrement, parmi d'autres, le sentiment de représenter une très grande civilisation qui, depuis 4 siècles, avait transformé le monde, avait tout inventé en matière scientifique, technique, artistique, dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie, de l'abolition de l'esclavage, etc. Tout était parti de quelques pays d'Europe et puis après des États-Unis. Et on était assez fiers de ça, à juste titre. Et puis, depuis une 50aine d'années,
progressivement, ce sentiment a basculé au profit d'un autre, qui est de trouver que nous avons fait beaucoup de bêtises. La pollution, c'est vrai, doit quelque chose à l'industrialisation, par exemple. Et puis, c'est vrai que la colonisation n'a pas eu que des bons côtés. Il y a eu des côtés cruels, mais elle a eu aussi des côtés positifs qu'il n'est plus question de dire, naturellement. Alors, à partir du moment où nous sommes des gens coupables de toutes sortes de choses, que notre civilisation n'a aucun intérêt, que même d'ailleurs, notre modèle politique, celui que les Américains notamment croyaient pouvoir répandre dans le monde, notre modèle politique maintenant est contesté. Le simple fait de faire prévaloir la démocratie est contesté dans un certain nombre de pays maintenant. Donc, à partir du moment où on est dans cet état d'esprit-là, c'est pas étonnant, effectivement, ça s'inscrit, la déchristianisation s'inscrit dans ce mouvement général, et c'est pas étonnant qu'on n'ait plus le besoin d'enterrer nos morts. Donc enterrer ses morts, c'est directement lié à un acte civilisateur et à un héritage auquel on reste fidèle. Exactement. 43% la crémation aujourd'hui, nous dit Jérôme Fourquet, en 2023, contre 0,9% en 80. Là, c'était la même chose pour le tatouage. Hein. Le tatouage, il l'indexe directement à la déchristianisation. Oui. Henrik Lindell, c'est votre avis? Oui, mon avis et celui-ci, je pense qu'il faut s'interroger sur les fruits de cette évolution. Quels sont les fruits du fait que là, on n'a plus de moins en moins une matrice chrétienne? Qu'est-ce qui vient après? Alors, c'est quoi? Et n'ayant pas suffisamment lu l'analyse de Fouquet, là-dessus, je ne sais pas ce qu'il pense lui, mais moi je m'interroge sur la capacité d'une civilisation comme la nôtre de se débrouiller, de pouvoir naviguer sans matrice, y compris sans matrice religieuse si vous voulez, sans matrice nationale, sans matrice en fait. Et donc j'ai peur de ceux qui naviguent à vue, quoi. Et j'ai sans boussole, en fait. Sans boussole. Et là, je donne peut-être une réponse un peu, je veux dire, si on est catholique, un peu conservateur, on va trouver que c'est politiquement très correct, en fait, ce que tu viens de dire. Mais franchement, l'Europe a connu cette situation après dans le contexte de la chute de l'Empire romain, quoi. Et donc, il y a eu ensuite des changements profonds. Bien sûr. Olivier Durand-Mille. Oui, moi je crois que c'est vrai. Et personnellement, je suis ceux qui pensent que si nous voulons nous redresser, sortir de marasme dans lequel nous nous trouvons, il faut que nous redécouvrions la religion chrétienne, et en particulier en France le catholicisme. Il y a d'ailleurs des indications qui peuvent être encourageantes. Vous savez qu'il y a beaucoup de catéchumènes actuellement en France. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays d'Europe. Un peu partout, sur tout le territoire. Ça augmente régulièrement chaque année. Il y en a ça s'explique aussi parce qu'il y a de moins en moins de baptêmes de jeunes enfants. Et donc, en fait, le rattrapage, il n'y a pas de rattrapage, justement. Oui, exactement. Mais le simple fait que ce rattrapage soit souhaité est très bon signe. Et c'est aussi le signe que le mode de société totalement matérialiste dans lequel nous vivons depuis tant d'années, où seul l'argent qu'on gagne est le seul critère de respectabilité sociale, eh bien, il y a un certain nombre de gens, heureusement, dans le cœur de l'homme, il y a des sentiments qui veulent sortir de ça. Voilà. Olivier Durand-Mille, ancien journaliste politique au Figaro, Henrik Lindell, journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Merci à tous les deux d'avoir été présents dans le débat du jour.